Salut les maniaques du gros son qui tâche, j'espère que vous allez bien. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver, de vous proposer une nouvelle vidéo, les maniacs. Comme promis, je vais répondre à vos questions ce soir, un vinyl tag de derrière les fagots. Et puis tout à l'heure, si on a le temps, et bien sûr qu'on l'aura, on va parler d'un grand nom du trash américain, un groupe de Oakland en Californie, un groupe de la Bay Area, un peu, comment dire, éclipsé par les quatre grands du trash. Je vais bien sûr parler de Testament. Allez, on y va. Vinyl Tag. Alexis Nikolski, pourquoi ne pas faire un petit quart d'heure sur tes plus beaux billets de concert, ceux des années 80-90? Eh bien, je n'ai pas connu en concert, tout du moins la grande époque des années 80. J'étais bien trop jeune, Alexis. Donc les beaux tickets, j'en ai pas des masses. C'est surtout des tickets qui sont imprimés via les magasins où maintenant on reçoit un e-billet comme on dit. Mais bon, là j'ai un petit ticket à proposer, à te montrer. C'est les Monsters of Rock de 1991 en Belgique avec AC/DC, Motley Crue, Metallica, Queensryche. Et je n'y étais pas. Ce ticket, c'était dans une brocante, un maniaque ou un ancien maniaque qui revendait toute une collection de magazines, de best, rock and folk, et qui avait dans une boîte à chaussures des tickets de concert, dont celui-ci. Donc j'ai demandé, qu'est-ce que tu fais de tous ces tickets? Il me dit, je vais pas te les vendre, je te les donne. Donc il y avait le Breaking Sound, le Heavy Sound de 85 avec Slayer, et plein d'autres concerts auxquels monsieur avait assisté, notamment à Lille, Ozzy Osbourne, Whitesnake, la grande époque de KCP. Donc voilà, je n'ai pas beaucoup de beaux tickets. Je dois en avoir. J'ai les tickets du Grass Pop qui sont chouettes, qui sont des beaux tickets imprimés. Je dois avoir un beau ticket de Vader en 2003, alors qu'il passait à Calais. L'organisateur avait fait l'effort de faire un magnifique ticket. Donc ça aussi, c'est beau à posséder. Mais non, je n'ai pas beaucoup de beaux tickets des années 80-90, puisque j'étais bien trop jeune pour assister au concert. Serge Fernandez préfère les vidéos normales de présentation où je parle d'albums. Oui, moi aussi, j'adore. J'adore parler de hard rock, de métal. Je pourrais en parler pendant des heures sans lassitude aucune. Mais à proposer des shorts avec des collections d'albums que je possède en vinyle, je trouve ça sympa aussi avec un fond musical avec le groupe concerné. Ça me permet de toucher d'autres maniacs d'autres pays. Notamment, j'ai par exemple des Anglais, des Italiens qui regardent les shorts, qui mettent des commentaires. Donc je trouve ça cool de leur proposer ça. Bon, ils ne comprennent pas le français, donc mes vidéos, ça serait un peu difficile pour eux de capter le truc. Et après, je parle un peu anglais, mais pas suffisamment bien pour parler, pour proposer des vidéos dans cette langue. Donc voilà, je pense que les shorts, c'est un bon compromis. Et je continue bien sûr à faire des vidéos parlées, Serge. Pas de souci. Olivier Gus Tullier est étonné que je ne possède pas l'album d'Adix Résurrection. Je n'ai montré sur le short d'Adix que les albums qui existent en vinyle. Et Résurrection de 1998, l'album de reformation d'Adix au 4/5e, avec Dush, Dog, Beethoven qui n'était pas là, remplacé par Yves Louis XV, Marty et Phil, donc les 4/5e d'ADX réunis pour cet album de 98, Résurrection, dont je retiens surtout le titre de l'autre côté. Mais non, il n'est pas sorti en vinyle, donc ouais, bien sûr, je l'ai ce disque Résurrection, tout comme Immortel, qui est un autre album d'Adix qui n'existe pas en vinyle. Donc voilà, j'ai la totale d'Adix, Olivier, je te rassure, hein. Interstellar, est-ce que les pressages d'Incubus et de Carnage présentés lors de l'année 1990 sont des first press? Achètes-tu des pressages originaux qui peuvent avoir une cote assez haute et où les trouves-tu? Que penses-tu des first press et des repress? Alors, dans l'ordre,
Pressage d'Incubus, oui, c'est un original de chez Nuclear Blast, avec le premier logo, l'insert avec les nouveautés, Death Metal, Benediction, Punch Stench, les Autrichiens, plus le back catalogue, puisque à l'époque, bien sûr, Nuclear Blast est un label débutant, mais c'est bien un pressage original, voilà. Par contre, le Carnage, sorti à l'époque, à l'origine, sur le label de Bill Steer et Jeff Walker, il me semble, tout de Carcass, Necrosis, eh bien non, c'est une réédition de chez Irek, avec une chouette pochette intérieure, avec le futur Entombed qui n'a pas chanté une note sur Clandestine, Johnny Dordevich, et bien sûr Michael Amott qui allait plus tard rejoindre Carcass et laissant les autres membres dissoudre Carnage pour former Dismember. Donc voilà, original et repress. J'aime autant l'un que l'autre. Comme tu as pu voir certainement dans certains de mes shorts, ça ne me dérange pas de montrer des represses, par exemple The Bleeding, le quatrième Cannibal Corpse. Je ne l'ai pas en original, je me suis contenté d'une réédition Metal Blade. Et ouais, c'est bien, je suis content d'avoir aussi bien un original qu'un repress. Je ne vais pas faire mon puriste. Bon, voilà quoi. Quand je vois le prix, par exemple, le The Bleeding, à mon avis, il doit douiller en original vinyle. Surtout qu'il est sorti en 94. À l'époque, il n'y en avait que pour le CD. Mais ouais, ça me dérange pas d'avoir des repress. Il faut que ça soit de bonne qualité. Oui, bien sûr. Je sais que j'ai zappé le Untangling Chaos, le live de Morbid Angel, qui a été réédité il y a une quinzaine d'années. Parce que le grain de la pochette n'était pas beau, c'était vraiment pas une belle réédition. Mais donc voilà, aussi bien l'un que l'autre. Où est-ce que je trouve les first press? En foire au disque. Par exemple, le Incubus, ça fait super longtemps que j'ai chopé au début des années 2000. À l'époque, ça a coïncidé avec l'époque où j'ai commencé à racheter du vinyle. Mais ouais, donc les foires au disque, les magasins d'occasion, mais ça reste quand même assez élevé parce que ben, ils regardent Discogs forcément, et bien sûr, donc oui, Discogs, ça m'est arrivé de commander aussi là-bas. Alors, Philippe Lettré, est-ce que j'ai des news sur Judas? Dominique Descamps, je le remercie, a répondu à ma place et normalement doivent rentrer en studio d'ici quelques semaines, soit au début 2026. Non, non, je les connais pas, les membres de Judas, hein, Philippe, j'aimerais bien, hein, mais non, les news, on les a en même temps, je pense, hein. Tu vas sur le net, tu tapes Judas Priest et tu auras plus rapidement les news qu'avec mes petites vidéos. Et enfin, Christian, ça passe trop vite, Bruno, tes vidéos. Merci, c'est cool. Bah, ça veut dire que, ouais, c'est bien ce que je fais, donc ça m'encourage, merci. Et il me propose une vidéo sur Led Zeppelin. Mauvaise pioche. Je suis pas fan de Led Zeppelin. Étant un kids des 80s, bah, j'aimais pas trop les 70s, le son trop daté. Maintenant, ça va beaucoup mieux. J'adore Sin Easy, j'adore Scorpion avec Rudy Lenners et Uli John Roth à l'époque de In Trance, Virgin Killer. Mais ouais, curieusement, Led Zepp, non, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas, donc bon, je sais pas, je vais peut-être essayer une dernière fois, mais ça m'inspire vraiment pas, ça m'inspire vraiment pas. J'ai une petite question pour mon pote Manu Delval qui parlait de réécouter Sanctuary, Sword, découvrir Sword, Entombed, et de réécouter, de laisser une dernière chance au Empire de Queen's Reich, le quatrième album. Manu, est-ce que tu as donc écouté Sanctuary? Est-ce que tu as découvert Sword? Est-ce que tu as écouté Entombed? Est-ce que tu as laissé une chance au quatrième Queen's Reich? Voilà, ça c'est une question que je te pose. Tu me réponds sur Messenger ou sous cette vidéo, c'est toi qui choisis mon pote.
Emmanuel attend une troisième partie consacrée à 1990. Va falloir que je regarde, hein. Va falloir que je pioche. J'ai beaucoup d'albums de cette année-là. Et comme j'expliquais, ou c'est des albums que je connais mal, ou des albums que j'apprécie moins. Je veux dire, je vais pas sélectionner No Prayer for the Dying d'Iron Maiden sous prétexte qu'il est sorti en 90 et que c'est Iron Maiden. Je suis pas suffisamment fan de ce disque et c'est vraiment pas un bon disque d'Iron Maiden pour qu'il figure dans un top consacré à l'année 1990. Je change la face du disque, les Maniacs, à tout de suite. Ok, me revoilà les Maniacs, Testament, on écoute. Ah oui, Gauthier François, un maniaque très actif. Il me bombarde de messages sur mes dernières vidéos. Et c'est bien cool, merci d'être aussi actif sur ma petite page YouTube. Quel est mon secret pour avoir une telle mémoire? Bon, c'est une joke, hein. Non, bah, c'est pas un secret. Je parle de ce que j'aime le plus. Et en tant que passionné de métal, ben, il y a vraiment aucun autre sujet qui arrive à... Enfin, aucune autre musique qui arrive à me passionner autant que ça. Aucune autre passion qui arrive à me passionner autant que le métal. Donc voilà, pour moi c'est logique. J'ai beaucoup lu la presse à l'époque. Je faisais comme tout le monde, je lisais les crédits sur les albums, les remerciements, enfin voilà, les pochettes, j'ai regardé sous toutes ces coutures. J'en ai déjà parlé quand j'ai découvert Motorhead, Bomber. J'étais tellement intrigué que j'ai regardé la pochette toute l'après-midi. Bah voilà, j'ai fait ça pendant presque 40 ans. Je me suis renseigné, je me suis informé. Et, bah, maintenant, c'est que du bonheur que de partager en votre compagnie mes petites connaissances sur ce sujet. Mais je pourrais parler de football, mais bon, c'est pas très intéressant. Regardez, le PSG fait 0-0 contre le Havre. Donc, ouais, il n'y a que le métal vraiment qui me passionne à un tel point que ben, je connais vraiment mon sujet, je pense. Et encore, c'est vraiment les années 80 jusqu'à 94-95 qu'on ne me parle pas de metalcore, parce que je serais bien incapable de citer les membres de Lorna Shore, par exemple. Voilà. Armada Legacy me demande mon top 3 de D-Side, puisque j'ai fait un short sur D-Side. Alors, The Stench of Redemption serait bien placé en compagnie du premier album, D-Side, et du Once Upon the Cross. Donc, ouais, Stench of Redemption, j'aime bien revenir sur ce disque parce qu'il est vraiment fantastique. Super album avec Ralph Santolo et Jack Owen qui accompagnent Glenn Benton et Steve Asheim. Un des plus beaux comebacks de l'histoire du death metal, je pense, que ce disque. Puis bien sûr avec les classiques que sont D-Side de 90 et Once Upon the Cross de 1995. Hervé, mon pote Hervé, ainsi que Samo m'ont annoncé une super date au Splendide le 22 février prochain, à ne pas louper. Napalm Death avec The Varukers, groupe de punk à la discharge, GBH, et surtout avec Napalm Death et Varukers, il y aura un troisième groupe et Whiplash, Whiplash que j'ai loupé à l'Alcatraz. Et bien voilà, séance de rattrapage, je vais pouvoir les applaudir le 22 février prochain au Splendide de l'île Five. Emmanuel, que penses-tu du dernier Coroner? Je l'ai écouté brièvement sur YouTube, j'aime pas ça. Je préfère avoir l'objet dans les mains. Mais j'ai quand même écouté sur YouTube quelques titres. Et finalement, ça va, ça sonne vraiment comme du Coroner. Le peu que j'avais entendu, ça me semblait trop conventionnel pour notre trio suisse. Mais là, non, je reconnais bien le Coroner qu'on a tous aimé. Et il est dans ma liste en vinyle, donc il faut vraiment, absolument que je me le procure tout simplement.
Coroner quand même. Ça fait 32 ans qu'on attend. Depuis 93 et Green, donc voilà. Allez, avant de parler Testament, je vais peut-être faire un petit salut à mes maniacs les plus fidèles, Necrodeathful du Québec, Cyril Masson, Fred de Noisy Mission Control, Fred Bleblom, Georges Marette, Philippe Lettré, François Gauthier, qui est donc un des maniacs les plus actifs, Jean-Hugues Morand, JC on the Rocks, Alain Toto, Dominique Descamps, je vous dis à tous bonjour et merci pour votre soutien, tout comme à fan de rock'n'roll, Nicole Dourdon, Interstellar qui m'a posé des questions, tout comme Alexis, Nikolski, Francis Kocher qui est toujours là, Pierre qui est toujours là, à dégainer le premier, Prums, et oui c'est lui, et également Laurent Reb. Donc si j'ai oublié quelqu'un, encore une fois, ne m'en voulez pas. Et j'espère que je pourrai citer les manquants, les absents la prochaine fois. Allez, je range un peu mon bordel. Ça, après, c'est toujours délicat de ranger tous les disques. Excusez-moi. Hop. Quel bazar, hein? Quel bazar. Allez, Testament, en quelques disques ou quelques vinyles. On y va, c'est parti. Donc Testament, bien sûr, qui s'est formé en 1983 à Auckland sous l'impulsion de Eric Peterson. Son cousin Derek Ramirez, qui joue de la basse sur Démonique, a également chanté brièvement à leur début, alors que le groupe s'appelait Legacy, en compagnie d'Alex Konnick à la guitare, Greg Christian à la batterie et Louis Clemente à la batterie et Greg Christian à la basse, pardon, excusez-moi. Le groupe, quelques semaines avant la sortie de ce The Legacy, se rebaptise Testament et donc sort ce premier album chez Atlantic, un des tout premiers groupes de thrash à avoir signé sur une major dès son premier album. Et donc voilà, l'album de Over the Wall, leur premier clip, Cutload, Curse of the Legend of Death, The Haunting, Burnt Offerings, Apocalyptic City, Do or Die, First Strike is Deadly. C'est un classique. Pressage US de chez donc Megaforce Atlantique. Et un petit poster en bonus. Ça, c'était dans un Metal Hammer. Choisis ton camp, camarade. Testament d'un côté ou White Lion de l'autre. Étant un trasher invétéré à l'époque, j'avais mis bien sûr Testament. Ma découverte de Testament s'est faite avec ce mini LP. Je l'ai acheté fin 88 dans un supermarché de la culture. Un nom de 4 lettres. Et donc voilà, j'étais bien content. Les mini LP, ça me permettait de découvrir des groupes, un peu comme les compilations. Je pouvais découvrir plein de groupes sur les compiles et avec les mini LP, je pouvais découvrir quelques groupes sans me ruiner. C'est le cas pour ce mini LP de Testament, une de leurs premières prestations européennes à Eindhoven le 8 juin au fameux Dynamo en compagnie de Stryper, Atomcraft et d'autres groupes encore. Je ne saurais vous dire Mad Max, Destruction, Vengeance et Stryper ce jour-là. Fuck the Rain qui disait Chuck Billy puisqu'il n'arrêtait pas de pleuvoir. Et donc voilà, ma découverte de Testament, je peux vous dire que je l'ai usé ce vinyle. Sorti en 87 et je l'ai trouvé fin 88. Excusez-moi, il y a mon chat qui fait des siennes. J'ai proposé à mon chat Loki de faire une apparition et il me snob. 1988, le deuxième album The New Order avec les classiques Trial by Fire, Into the Pit, Disciples of the Watch. Toujours le même line-up, toujours produit par Alex Perialis et avec l'ingénieur du son Rob Waco Hunter, l'ex-Raven, qui se convertit à la production. Bon album, mais je préfère The Legacy. Le troisième, toujours le même line-up pour ce Practice What You Preach. Pochette signée Jim Martin de Face No More, et oui. Et c'est le classique Practice What You Preach qui ouvre ce disque. Fantastique morceau avec une envolée de Monsieur Skolnick à la guitare, vraiment de toute beauté.
Et après, bon, ça s'enlise un peu. Je l'ai déjà dit, hein, c'est pas mon préféré. Il y a quelques bons moments, mais ça reste quand même, ouais, un peu décevant. Allez, on fait un bond de quelques années plus tard, 1993. Le groupe doit faire face au départ consécutif de Alex Kolnick et Louis Clemente, pardon, veuillez m'excuser. Et du coup, eh bien, Glenn Alvarez, ex-Forbidden, rejoint le groupe. Apparemment, ça devait être définitif. Finalement, ça ne sera uniquement que pour ce live, Return of the Apocalyptic City. Et en dépannage à la batterie pour remplacer Louis Clemente, c'est le fraîchement débarqué de Slayer, Paul Bostaph. Donc voilà, il y a quelques lives et puis les morceaux de l'album de l'époque, So Many Lies, The Very Ritual avec Return to Serenity. C'est pas ce qu'ils ont fait de mieux, mais c'est un petit collector sorti sur Atlantique et jamais été réédité depuis. Voilà, là, le vrai retour de Testament en 94 avec James Murphy à la guitare pour épauler Eric Peterson, Greg Christian, Chuck Billy et le batteur c'est Paul Bostaph, pardon, John Tempesta. Mais il va être vite remplacé par John Ditti, puisque Joe Tempesta va rejoindre White Zombie sur cet album. Donc là, il y a le morceau Dog Face Dogs qui a longtemps figuré sur les setlists du groupe. Et puis un morceau que j'adore également, All I Could Bleed. Donc retour à une musique bien plus brutale de la part de Testament qui avait œuvré dans une veine plus mélodique à l'époque des Souls of Black et autres Ritual. Un de mes albums favoris, il aura fallu attendre 12 ans pour voir une sortie en vinyle de ce disque, puisque l'album Démonique est sorti en 1997, et là il s'agit de la première édition vinyle chez Prophetic Records en 2009, avec bien sûr des super morceaux, The Burning Times, Demonic Refusal, John Doe, superbe album. Bien death metal, bien brutal, avec un line-up de folie. Je vous parlais d'Eric Ramirez, il joue de la basse, c'est le cousin de Eric Peterson, il joue de la basse sur ce disque, il va les accompagner pour la tournée européenne. Et à la batterie, il s'agit de la pieuvre Gino Glan, et aux guitares, donc Eric Peterson et Glenn Alvarez, qui effectue là également un retour bref, mais il sera là également, non seulement pour l'enregistrement du disque, mais pour la tournée européenne. Par contre, c'était pas Gino Glan pour la tournée européenne, c'était également en revenant John Ditti. Les chaises musicales dans Testament, ça a toujours été légion. Le meilleur de Testament, c'est peut-être celui-là. The Gathering en 99. Il s'agit de leur 8e album, dans une version picture disc. Magnifique album avec un line-up de tueurs, Dave Lombardo, Steve DiGiorgio, James Murphy, Eric Peterson et Chuck Billy. Déjà évoqué, hein, un des chefs-d'œuvre de l'année 99, si ce n'est le chef-d'œuvre de cette année-là. L'album des réenregistrements, First Strike is Deadly, ou plutôt First Strike Still Deadly, puisque le morceau c'est First Strike is Deadly. Donc c'est les vieux morceaux de Testament réarrangés et produits de manière moderne. Et ils ont gagné pas mal de fans avec ces enregistrements-là, hein. Beaucoup de fans de Testament aiment ces réenregistrements-là plutôt que les originaux. Le son est beaucoup plus moderne, le chant de Chuck Billy est plus rageur. Il y a même Steve Souza qui fait un guest sur Alone in the Dark et Reign of Terror, deux morceaux de sa composition. Drôle d'album quand même, à l'époque, Chuck Billy se battait avec un
cancer de la gorge ou de la langue. Enfin, c'était buccal. Et heureusement, fort heureusement, il s'en est sorti. Et je pense que grâce à ça, c'est grâce à ça que Alex Koenig a fait son grand retour pour le Live in London en 2005. Reformation 4/5e, non, plutôt dans sa totalité, mais Louis Clemente est accompagné de Joe Tempesta sur ce live pour les parties de batterie, parce que il avait plus le niveau, il a jamais eu le niveau, hein, Louis Clemente, et il le montre sur ce disque, il n'aurait pas pu faire le concert complet, et il a dû être épaulé par un autre batteur. Mais sinon, c'est bien avec Greg Christian et Alex Koenig que Eric Peterson et Chuck Billy enregistrent ce live in London en 2005. Et je dois changer de Dix. Je suis un gros fainéant, j'ai remis la même face, les Maniacs. Donc voilà, et donc suite au Live in London, le groupe effectue son grand comeback, soi-disant, avec The Formation of Damnation en 2008. Et donc là, Louis Clemente est définitivement out, remplacé par Paul Bostaph sur ce disque. Un peu décevant hein, quand même. Je ne l'ai pas réécouté, je vous avouerai que je ne l'ai pas réécouté depuis un moment. Voilà, il s'agit du Picture Disc. Mais ouais, quand c'est sorti, je m'attendais à un album de la trempe de The Gathering et je mets pas en doute leurs bonnes intentions aux membres de Testament, hein, mais c'est comme cet album-là, hein, Brotherhood of the Snake. Je retire le flyer. C'est pas un ticket de concert, Alexis, c'est un flyer pour leur concert lillois avec No Return en juin 2015. 14 juin, dimanche 14 juin. Donc voilà, en 2016, cet album, Brotherhood of the Snake, c'est pas du Mauvais Testament, mais je me suis dit, je vais les écouter ces disques, parce que bon, tout le monde m'en parle, comme quoi, bon, je suis un peu sévère avec ce qu'ils font maintenant, Testament, et avec la sortie du dernier album, Parabellum, je me suis dit, je vais pas parler pour dire de bêtises, je vais réécouter. Donc forcément, ce Brotherhood of the Snake et le Titans of Creation, donc 2016 et 2020. Qu'est-ce que je peux dire sur ces disques? C'est du pur Testament, mais il n'y a rien qui me marque en fait. Il n'y a rien qui m'accroche, il n'y a pas de riff mémorable, il n'y a pas de classique de Testament qu'on attendrait avec impatience en live. Super groupe live, bien sûr, Testament. Hein. Mais enfin voilà, c'est du bon Testament. C'est toujours la même équipe, donc avec Skolnick, Peterson, Chuck Billy, et puis Steve DiGiorgio et à la batterie Gino Glan. Eliran Kantor est à l'illustration. Il y a le guitariste de Sabbath, Andy Snip, qui est à la production, au mixage, au mastering, tout ce qu'on veut. Mais je ne retrouve pas l'étincelle qui fait de ces albums de Testament des tueries à part entière, quoi. Des tueries à part entière. Je me dis, ouais, je suis peut-être un cas isolé, je fais mon boomer ou tout ce qu'on veut, mais j'ai regardé un peu sur Encyclopédia Metallium, il y a des chroniques sur ces disques-là. Titans of Creation, Brotherhood of the Snake, Dark Roots of Earth, qui sont très très sévères. Hein. On parle de stagnation, de Testament sans âme, sans feeling, tout ce qu'on veut. J'irai pas jusque-là. Je pense que oui, ils sont pleins de bonnes intentions, ils sont pleins de bonne volonté, mais le meilleur est derrière eux. Ça, on ne l'enlèvera pas, j'en reste persuadé. C'est con parce que j'adore ce groupe, je les adore vraiment. Et j'aimerais vraiment qu'ils nous sortent encore des tueries. J'aimerais qu'ils me surprennent en fait. À l'époque de The Gathering, quand l'album est sorti, je m'y attendais pas du tout à une telle claque. Et ça a été monstrueux, ça a été monumental. Que là, on sait très bien à quoi s'attendre. C'est du Testament des années 2020. Et voilà. Allez, on termine avec deux singles. Trial by Fire, extrait de l'album The New Order dans sa version edit avec une reprise de
Aerosmith, Nobody's Fault, qu'on retrouve sur l'album Rocks de 1976. Et enfin, un autre single, cette fois-ci de reprise, Animal Magnetism de Scorpion, extrait de l'album du même nom de 1980. Et en face B, Power Slave de Iron Maiden. Power Slave, donc extrait de l'album du même nom d'Iron Maiden, paru en 1984, et un magnifique vinyle vert. Ok les Maniacs, 30 minutes et 30 secondes, j'espère ne pas avoir été trop long. En tout cas, moi je me suis éclaté, je m'éclate toujours, mais ça vous le savez les Maniacs, je me répète, je radote, mais c'est que du bonheur de parler de hard rock et de métal, hein, voilà. On ne s'en lasse jamais, je ne m'en lasserai jamais. Allez, je vous dis à très vite les Maniacs, prenez soin de vous. On se retrouve dans quelques jours pour un short et puis en fin de semaine prochaine pour une nouvelle vidéo parlée. À très vite les Maniacs, prenez soin de vous, soyez heureux.